des 1 500 000 victimes du négationnisme toujours actif que nous n'oublions pas. Œuvrer à l'amitié entre les peuples est le mot d'ordre que s'est donné l'AMICA. Vive l'amitié du peuple corse et du peuple arménien, et vive l'amitié franco-arménienne. Pour être le plus concis possible, je vais vous lire un extrait d'un livre de Varoujan Vosganian, qui est un poète et romancier. Il est président de l'Union des Arméniens de Roumanie. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le livre des chuchotements ». J'ai appris bien des choses sur les crimes perpétrés du temps de mes grands-parents, moins par les témoignages des survivants que par la vantardise des assassins. Quelle différence entre la timidité de ceux qui meurent et l'arrogance de ceux qui tuent. À Trébizonde, avait dit Misak Torlakian, quelques centaines de femmes, leurs enfants et des vieillards qui ne pouvaient pas marcher furent embarqués sur des radeaux et emmenés au large. Dans tout ce malheur, les femmes s'étaient réjouies quand on leur avait dit qu'elles feraient une partie du trajet sur l'eau, leur évitant aussi une fatigue supplémentaire. Mais le lendemain, les radeaux revinrent vides. Les femmes avaient été noyées en mer. Il en fut de même à Ouna, à Ordou, à Tiréboli, à Kérasonde, à Rizé. Pas une femme de mon village, d'Ushaïn, n'arriva au convoi jusqu'à Mesken, à Raqqa, à Res El Raïm, à Del Ezor, ce qui signifie qu'elles moururent toutes en route de faim, par balle ou sous les couteaux. Dans le village de Rapout, dit Solomon Télérian, on tua en juin les notables, puis on déporta les hommes des villages et des villes. Les convois ne furent constitués que de femmes, de vieillards et d'enfants. À Arabkir, les femmes furent embarquées dans des canots et noyées. Les enfants arméniens de l'orphelinat allemand furent noyés dans le lac tout proche. Les femmes de Mesné parties pour Urfa furent tuées en route et leurs corps jetés dans la rivière. Sur le chemin entre Sivas et Harpout, les corps mutilés des femmes massacrées sur la rive orientale de l'Euphrate restèrent pendant des mois sur les bords des chemins et des ravins. Il y en avait trop pour qu'on les enterrât. À la moitié de l'année 1916, leurs squelettes étaient encore apparents. Sur 200 000 âmes que comptèrent les convois, un dixième à peine atteignit Ras El Raïn et Del Zor. Les premières femmes arrivées à Mesken, à Raqqa et à Del Zor, dit Aram Yerganian, ont été les cadavres qui flottaient sur l'Euphrate. Pendant tout le mois de juin 1915, l'Euphrate était rempli de cadavres gonflés d'eau, de têtes, de mains, de pieds pêle-mêle. Les eaux du fleuve étaient rougies. Cette vision faisait penser que la mort venait de naître à ce moment-là. Le cercle de ceux qui venaient témoigner s'élargit. On ne cesse de voir flotter les cadavres sur l'Euphrate, disait Rössler, le consul allemand d'Alep. Les corps sont tous attachés de la même manière, deux par deux, dos à dos, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas de meurtre au hasard, mais d'un plan d'extermination conçu par les autorités. Les cadavres s'écoulent vers l'aval, de plus en plus nombreux, surtout des femmes et des enfants. Plus de 600 Arméniens, dit Holstein, le consul allemand de Mossoul, essentiellement des femmes et des enfants chassés de Diyarbakir, ont été tués lors de leur transport sur le Tigre. Hier, les radeaux sont arrivés vides à Mossoul. Depuis quelques jours, des cadavres et des membres humains flottent sur la rivière. D'autres convois sont en route et sans doute le même sort les attend. Depuis le mois de mai, des convois de milliers de personnes passent par Alep, dit Guise, ancien consul de France. Après 2 ou 3 jours de répit sur des emplacements spécialement aménagés pour eux,
Ces malheureux, pour la plupart, des femmes et des enfants, ont reçu l'ordre de se diriger vers Idi, Mana, Raqqa, Deir el-Zor, Ras el-Ain, vers les déserts de Mésopotamie, et tous sont convaincus que ces lieux sont destinés à leur servir de tombe. Les milliers de veuves arméniennes du vilayet de Van, qu'aucun homme adulte n'accompagne, s'approchent d'Alep, dans un état misérable et à moitié nu, dit Jackson, le consul américain d'Alep. Ces convois, comme les 10 à 20 groupes précédents qui sont déjà passés, sont composés de 500 à 3000 personnes, traînant avec eux des enfants dans un état de misère indescriptible. Et Rosler encore. Concernant les Arméniens de Harput, l'on m'a rapporté que dans un village situé au sud de la ville, les hommes ont été séparés des femmes, les hommes ont été massacrés et abandonnés sur le bas-côté de la route que les femmes devaient emprunter. On pourrait croire, dit un londonien, celui qui a rassemblé des témoignages des survivants, que les quelques centaines d'enfants de l'orphelinat de Deir el-Zor n'ont jamais existé. Ce n'est que vers la fin et pratiquement au bout du chemin que les autorités crurent avoir trouvé la solution à un problème qui semblait jusque-là insoluble. Comment tuer sans laisser les corps des morts derrière soi? Non que cela eût tant soit peu procuré un sentiment de culpabilité, mais parce que les centaines de milliers de corps morcelés, la peau noircie sur les eaux, flottant sur l'eau ou gisant au fond des précipices, sans compter que ce spectacle déprimait les convois qui suivaient et les préparait à mourir, gênait tout de même la circulation sur les routes et les chemins de fer, rendait l'air épais et rouge des miasmes de la mort, incitait les Arabes à protester, car ils ne pouvaient plus utiliser l'eau des rivières pour boire, et que ces corps répandaient des épidémies. Pour se débarrasser de ces inconvénients, le massacre des enfants de Deir el-Zor devait être un crime parfait. Les orphelins rassemblés de Mesken et des autres localités où étaient installés des camps de réfugiés furent emmenés à travers les déserts de Deir el-Zor. Imaginez un convoi de centaines d'enfants défigurés, couverts de loques et titubant pieds nus dans la fournaise et le froid du désert. Les épaules couvertes de plaies sanguinolentes et grouillant de verre, poussés par des cavaliers qui les frappaient à coups de fouet ou de bâton. Le nom des agonisants était jeté dans des charrettes qui accompagnaient le convoi. L'endroit où ils parvinrent finalement a pour nom Abdou-Raqqa. Il n'y avait plus guère que 300 enfants capables de tenir debout. Le reste, bien plus nombreux, était dans les charrettes, au pied des montagnes, en marge du désert. Les soldats arrêtèrent les convois et déchargèrent les charrettes en plein champ, attendant la tombée de la nuit. Et la nuit tombée, les oiseaux du désert arrivèrent, attirés par l'odeur du sang et par le vol des autres, puis par le vacarme des croissements et le claquement des chairs arrachées aux os. Les vautours et les corbeaux du désert se précipitèrent sur les corps qui, même s'ils étaient encore vivants, n'avaient aucun moyen de se défendre. Les oiseaux visaient surtout les yeux, les joues, les lèvres, d'autant plus appétissants que les corps étaient émaciés. Pendant 2 jours, les oiseaux s'abatturent par nuées sur ce maigre champ au pied des montagnes, et les enfants furent livrés au bec et aux cerfs noirs et acérés. Ce sont les Arabes nomades qui racontèrent cette histoire épouvantée. Et l'homme qui commandait les soldats, le caporal Hameddin, eut de l'avancement et devint, à une rapidité surprenante, commandant de la gendarmerie de Raqqa. Les autres orphelins restés malades et affamés à l'orphelinat de Deir el-Zor furent chargés dans des charrettes par une journée glaciale de décembre. On jeta les moribonds dans l'Euphrate. Le fleuve bouillonnant en cette période de l'année avala bien vite les corps desséchés. Après 12 heures de route à travers le désert, sans la moindre nourriture, sans eau, le commandant du convoi, dont nous savons qu'il s'appelait Abdullah, mais qu'il aimait se faire appeler Abdullah Pacha, trouva 3 moyens différents d'exterminer les enfants. Et parce qu'il sentait dans le regard des soldats un soupçon d'hésitation, il attrapa un petit garçon de 2 ans et le montra aux autres. Même ce bébé, leur dit-il, doit être tué sans pitié, comme tous ceux que vous trouverez du même âge. Il viendra un jour où il se lèvera, cherchera ceux qui ont tué ses parents et voudra se venger. Il est le fils de chien qui un jour voudra nous tuer. Et le faisant tournoyer plusieurs fois en l'air, il le fracassa avec fureur contre les pierres, l'écrasant jusqu'à ce qu'il se mette à gémir.
Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Anna Grimaldi pour le dépôt de gerbes de l'AMICA. Pour le dépôt de gerbes de l'AMICA. C'est quand même pas lui qui va. Papazian, ça avance. C'est Papazian. Le dépôt de gerbes de la mairie de Bastia. Ouais. Ben, on n'avait pas eu avant. Et nous allons procéder au dépôt de gerbes du monsieur le secrétaire général, le sous-préfet de Bastia. Sous-préfet. Préfet. Oh. C'est pas vrai. Pas un jour, ton frère. Il est pas. Omar!
Je déclare la cérémonie clôturée.